Ok, donc je commence. Donc le domaine, c'est les semi-conducteurs. Notre challenge interne, c'est principalement le développement des logiciels embarqués qui vont sur les chips ST, ainsi que le développement de plateformes et d'outils pour les clients d'ST, pour eux-mêmes développer leur propre stack logiciel. Il y a plusieurs autres challenges en ce qui concerne l'ALM, mais qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le software engineering, et qui sont des besoins qui sont aujourd'hui résolus par Tulip. Donc comme on a vu tout à l'heure, au départ une communauté logicielle, et petit à petit un accroissement vers d'autres domaines qu'on découvre chaque année. On est là au niveau de l'acceptance des projets. Bien souvent on découvre l'utilisation de Tulip a posteriori. Parce qu'on a une grosse communauté, donc c'est pas possible de tous les suivre. Pourquoi on utilise Tulip? Donc principalement au départ pour des raisons legacy. C'est-à-dire qu'on a eu une première version de l'ALM qui s'appelait Codex, puis Codendi, qui était déployé en 2003, donc bien avant Tulip, mais qui est l'ancêtre de Tulip. L'autre raison, c'est la centralisation, donc un seul outil versus plusieurs outils déployés à droite à gauche. Donc, et le côté gestion d'une solution unique. Ensuite, un autre aspect, c'est le coût de déploiement, le coût de gestion qui est assez faible de notre côté. Et ça nous a amené, avec les fonctionnalités, à déployer 3 autres plateformes Tulip. Le coût aussi en termes de scaling, on n'a pas énormément de coûts qui augmentent avec le nombre d'utilisateurs. Donc c'est plus logarithmique que linéaire, l'échelle de coût, ce qui nous arrange plutôt parce que comme on a plusieurs milliers d'utilisateurs, le côté linéaire nous arrangeait pas trop. Le support fourni par Enaline à travers un contrat. Donc on a un contrat de support avec un service level agreement qui est assez fort et qui fonctionne. Donc ça faisait partie, il y a plein d'autres raisons, mais des raisons pour lesquelles on a choisi Tulip. Comment on l'utilise? Donc 4 instances de Tulip, avec évidemment la même chose en développement et en qualification. Donc les environnements sont répliqués 3 fois par instance de prod. On a des milliers de projets actifs, autour de 5000 projets hébergés. Donc ça c'est sur une seule des plateformes, on a 5000 projets, mais sur les autres on en a quelques centaines. La plupart sont des projets de R&D ce software embarqué, et on a entre 2 et 800 personnes dans un projet. Donc avec toutes sortes de use cases. Donc autour de 10 000 personnes actifs. Donc là je n'ai compté que les actifs. Non pas actifs au sens Tulip du terme, mais actifs au sens vraiment actif. Donc des développeurs logiciels jusqu'aux organisations de purchasing qui se sont mis à utiliser Tulip il y a quelques années pour gérer des flots d'approbation de vendeurs, de fournisseurs. Les outils qu'on utilise principalement sont par ordre de décroissance d'importance, Subversion Git, donc les outils les plus utilisés. Bien ensuite les trackers, Gerrit, les outils de wiki, donc PHP, MediaWiki, avec une croissance plus forte pour MediaWiki, parce qu'on l'a déployé il y a quelques années, et donc PHP Wiki qui continue malgré tout, mais sans trop croître. L'agilité, donc avec les dashboards agiles qui commencent à être fortement utilisé maintenant. Ça a pris quelques années, mais le déploiement commence à se faire assez fortement. Et d'autres services comme les mailing lists, Docman, donc le service documentaire, SOAP, REST, la gestion des clients
la gestion des files release system et les connecteurs d'ACI pour Jenkins. Alors les configurations que nous avons faites, donc là j'ai repris le template d'Enaline. Donc on a une grosse plateforme avec environ 7500 utilisateurs, qui est la plateforme centrale, partagée, qui est faite pour toute la compagnie. Principalement pour du développement, software développement, mais pour d'autres use cases aussi. Elle est reliée à un Gerrit et on a aussi plusieurs Git, des miroirs Git. Bon, elle héberge un serveur Git et on a aussi déployé des miroirs Git sur d'autres sites où il y avait besoin de performance. Donc voilà, j'ai pas repris, je vous ai pas fait une présentation d'Estée, mais on est présent sur beaucoup de pays géographiquement. Donc il y a une répartition des utilisateurs dans quasiment chacun des sites d'Estée, donc c'est plus que 100 quoi. Donc tout ça mis en place sur une plateforme en haute disponibilité, avec notamment des réplications, des données, des serveurs et de la database à plusieurs endroits, donc dans des data centers qui permettent de diminuer les risques en cas de crash. Donc là, ça a été mis en place sur Crawl avec l'équipe système de Crawl, qui est habituée en fait à ce type de haute disponibilité, puisque le site fait du manufacturing, donc ne peut pas se permettre, doit résister à tout type de crash, incendie, n'importe quoi dans un data center. Il faut qu'en quelques secondes, l'autre data center reprenne le relais. Donc on fait régulièrement des bascules d'un data center à l'autre, et c'est vrai que les utilisateurs s'en aperçoivent pas. On a une autre Tulip plus petit, avec quelques centaines d'utilisateurs, donc sur un réseau isolé qui sert à gérer des données fortement confidentielles. Donc on a fait le choix de le mettre complètement dans une infrastructure dédiée où les personnes elles-mêmes ont des accès restreints. Donc c'est pour gérer notamment du code qui tourne sur les smart cards. Ensuite, un autre Tulip un peu plus gros, donc 1 millier d'utilisateurs environ par an, qui lui tourne sur l'internet. Donc on a fait aussi ce choix d'avoir pour la collaboration avec les partenaires externes, clients, fournisseurs, un Tulip hébergé à l'extérieur, plutôt que de leur ouvrir une connexion sur notre intranet. Donc là, en fait, et enfin le dernier, donc je les encadre en rouge, sur ces deux-là, on vous fera, justement, c'est des use cases particuliers, on va vous faire une autre présentation dédiée sur ces deux types d'utilisation. Donc le dernier, c'est un Tulip dédié au manufacturing, pareil, 1 millier d'utilisateurs, qui permet de gérer les programmes de test. Donc sur la même plateforme de haute disponibilité, puisque là c'est pareil, c'est un service qui est en train de se déployer, mais c'est un service sur lequel on ne pourra pas se permettre d'avoir plusieurs heures d'indisponibilité, même dans l'année. Sur celui-ci, on a aussi rajouté un Jenkins, qui est géré par notre service IT. Donc je vous parlerai un peu plus tout à l'heure. Sur le Tulip le plus gros, chaque groupe d'utilisateurs, chaque organisation gère ses Jenkins comme ils veulent. Donc ils se débrouillent pour interconnecter leurs projets, leur ACI, leur flow avec Tulip. Alors les gains depuis qu'on utilise Tulip, pour la société, ce sont des phase-out assez réguliers de différents services Git ou Subversion qui sont hébergés un peu partout sur la planète, et régulièrement ils reviennent dans l'instance centrale. Donc soit quand les personnes qui géraient ces sites démissionnent ou changent de rôle, c'est là qu'ils se posent la question qui va le maintenir, et donc avec ce serveur centralisé, on a une réponse à leur fournir avec des moyens de migration. Donc voilà, on a déjà ce type de gain
plus des migrations de ClearCase également. On a encore une communauté qui utilise ClearCase, qui passe sur Subversion ou Git régulièrement pour baisser les coûts aussi, hein, les coûts de licence. Ensuite, il y a aussi de temps en temps d'autres forges ou des systèmes de tracking qui se montent sur certains sites et qui s'arrêtent et qui migrent dans la forge principale, donc dans la LM principale. Ensuite, l'autre gain que l'on a vu principalement, c'est donc le côté centralisé des données des applications renforce aussi le côté sécuritaire. Voilà, le côté l'application Tulip, la plateforme Tulip est auditée régulièrement par une entité qui ne gère que la sécurité dans ST. Donc du coup, c'est plus intéressant pour eux d'avoir qu'une seule plateforme à auditer qui est connue, plutôt qu'un ensemble de services répartis autour de la planète qui se créent sans forcément d'autorisation, et donc pas auditable, ou auditable quand il y a des audits de type random. Donc là, le fait d'avoir quand même quelque chose de centralisé, c'est plus simple à gérer en termes de sécurité. Pourquoi est-ce qu'on recommanderait l'utilisation de Tulip? Bon, principalement pour le côté coût, hein, une solution qui est assez efficace pour un coût qui est correct, et l'administration, avec un coût d'administration aussi assez faible. Donc la plupart des tâches d'administration sont déléguées aux utilisateurs, aux chefs de projet sur Tulip. Ce qui nous évite, ce qui nous permet d'avoir un petit groupe de ressources pour gérer l'ensemble de ces instances Tulip. Alors le futur. Là j'ai repris les slides de la TulipCon 2017, tout simplement, en mettant done sur ce qui avait été fait. Donc on avait prévu une intégration avec Bugzilla, qui est un des services qu'on déploie aussi dans mon groupe, ce qui a été fait en Q3. Le ramp-up de la plateforme dont je vais vous parler tout à l'heure, donc la gestion des tests programmes. Donc ça a été fait, mais ça continue. Donc là on est aujourd'hui autour de 500 utilisateurs. Le but c'est d'arriver jusqu'à 1000. Le déploiement des méthodes agiles, donc là on est en plein dedans, là, ça part assez bien. Les gens ont été assez réceptifs aux campagnes de communication, ainsi qu'aux divers tutoriaux, blogs, etc. C'est ce qui manquait à Tulip ces dernières années pour permettre aux gens de franchir le cap, c'est-à-dire mettre en place sa méthode agile sur Tulip. C'était quand même très compliqué avant. Maintenant c'est beaucoup plus simple, et il y a des blogs, il y a des choses qui ont été faites récemment par les contributeurs Tulip et qui permettent d'avoir un onboarding plus simple. Il reste encore quand même pas mal de difficultés, hein. Les gens qui manipulent un peu les trackers savent combien c'est complexe de les customiser et d'en faire quelque chose de joli. Donc là ça fait partie des choses sur lesquelles on va mettre le focus l'année prochaine. Sur Tulip. On avait prévu le déploiement des pull requests, donc c'est fait, mais on n'est pas encore satisfait de l'utilisation. Donc on a financé une partie de cette fonctionnalité. Elle est en place, mais on n'arrive pas encore à en faire beaucoup de publicité et à la déployer correctement. Donc là on manque aussi un peu soit de tutoriaux, soit de benchmark, quelque chose qui permettrait de comparer des pull requests avec Gerrit. Donc les gens veulent faire de la revue de code, mais se disent bon bah tiens on va passer dans Gerrit. Sauf que quand vous venez de ClearCase et vous passez dans Gerrit, c'est un grand écart, et il y a peu de personnes qui se rendent compte de la difficulté. Donc une nouvelle instance de Gerrit sur une des forges, là c'est en cours, ça n'a pas encore commencé. L'usage de TTM, bon ça commence juste, on a fait des premiers tests, mais pas de déploiement encore. Et plus d'automatisation avec des Jenkins supportés par ICT, donc ça c'est pas encore fait, c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire avec un modèle de déploiement comme on a vu tout à l'heure,
voilà, la personne crée son projet, veut un Jenkins, bon, si on pouvait le déployer via Docker, ça pourrait être intéressant. Reste quand même la partie, ça aujourd'hui c'est bloquant, on n'arrive pas à passer, c'est aussi pour des raisons d'authentification, de droit d'accès. Tant qu'on n'a pas des droits d'accès imbriqués, centralisés avec Tulip, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à déployer du Jenkins, nous en tant qu'ICT. Que les gens le déploient, le gèrent eux-mêmes, ce n'est pas sous notre responsabilité. Pendant qu'on nous on doit le déployer, offrir un service, là on doit être compliant avec des règles de sécurité qui sont fortes. Aujourd'hui elles ne sont pas forcément atteintes. Le futur, ce sur quoi on est intéressé pour on va dire pour 2018, hein, mais peut-être un peu plus loin. GitLFS, ça c'est une des demandes un des besoins qu'on risque d'avoir à déployer prochainement. Des nouveaux Gerrit pour ceux qui en ont besoin, qui ne veulent pas utiliser les pull requests. Le TTM, Agile Test Management, et puis un déploiement encore plus large de l'Agile Dashboard, avec il y a pas mal de gens qui arrivent sur la plateforme par ce biais, le côté LM ne les intéresse pas, par contre le côté agilité là les intéresse. Donc on prévoit un déploiement assez large de l'Agile Dashboard en 2018. Bon, je passe au moins 2 heures par semaine à faire des démos sur ce sujet-là, à des nouveaux arrivants qui n'ont pas, pas nouveaux dans ST, mais qui souhaitent en tout cas arriver sur ce type de projet et les déployer. Dans Tulip, ce qu'on espère, c'est pour l'année prochaine aussi un renouveau sur le service documentaire, qui reste quand même assez archaïque. Je pense à la version Tulip qu'on a déployée en 2003 et celle qu'on a aujourd'hui sur la gestion documentaire sont assez proches. Il n'y a pas eu énormément d'évolution. Une chose qui nous intéresse aussi, c'est la partie gestion du cycle de vie. Donc Tulip est assez fort en ramp-up pour mettre à disposition des données, un espace pour ceux qui veulent gérer leur projet, gérer leurs données. Par contre, quand on arrive en fin de vie du projet, là il y a pas mal de points qui manquent encore. Ne serait-ce que pour détecter les projets qui sont en fin de vie déjà. Donc comme on a une grosse plateforme avec plusieurs milliers de projets, on aimerait bien pouvoir éviter que les projets qui sont plus actifs, typiquement, évitent d'utiliser une infra en haute disponibilité, parce que ça coûte cher. Le mégaoctet en haute disponibilité coûte vraiment très cher. Ainsi que tous les temps de bascule. S'il faut basculer 1 gigabyte ou 100 gigabytes ou 100 terabytes, c'est pas pareil. Et on veut conserver des temps de bascule courts. Des temps de backup, tous ces temps-là qui doivent être tunés pour éviter d'avoir un overhead inutile pour des gens ou des projets qui sont soit en mode archive, soit morts, sur lesquels il n'y a plus d'activité. Excuse-moi, ouais. tu as parlé de GitLFS, je ne vois pas ce que c'est. Ah oui, pardon. GitLFS, c'est une surcouche de Git qui permet de gérer les gros fichiers, donc Large File System. Parce que Git aujourd'hui fonctionne bien pour du code source, mais il est utilisé fortement pour faire autre chose que du code source, pour héberger de la doc et voire héberger des gros artefacts, donc des binaires qui peuvent faire 1 gigabyte. Il me reste 7 minutes en tout. Ok. Après, tu m'as dit que je pouvais prendre mon temps. Moi, je vais accélérer. Voilà, donc GitLFS, c'est principalement déployé sur GitHub. Avec GitHub, vous pouvez acheter le module LFS et vous gérez vos gros modules de plusieurs gigabytes comme ça.